Bonsoir, mesdames, messieurs. Nous avons aujourd'hui, dans le cadre de ce cycle sur le grand siècle, l'honneur et le plaisir de recevoir Jean-Robert Pitt, qui est membre de l'Académie des sciences morales et politiques. C'est un géographe éminent. Il a transformé la géographie humaine. Il a fait aimer la géographie à des publics qui avaient parfois des réticences face aux cartes géographiques, en particulier les jeunes agrégatifs d'histoire dont j'ai fait partie. Il a été mon professeur à l'École normale supérieure et il a conduit, parallèlement à son œuvre majeure de savant, une grande carrière d'universitaire, puisqu'il a présidé l'université Paris-Sorbonne. Il a créé la Sorbonne d'Abu Dhabi et ici même, dans cette maison, il a été secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques. Il en est aujourd'hui le vice-président et l'an prochain, il sera le président. Et j'annonce le beau programme qu'il a préparé, La Terre des hommes, diverses facettes de la géographie. Vous êtes tous invités l'an prochain à suivre ces séances. Son œuvre a commencé par des études sur les paysages et après sa première thèse, il a changé ou transformé sa recherche et l'a orienté vers des sujets divers. Il a écrit sur le Japon, mais il a également il a surtout travaillé désormais sur la gastronomie. Plusieurs livres au fil du temps. Je cite parmi les derniers le merveilleux Atlas gastronomique de la France en 2017 qui invite à visiter la France en découvrant toutes les spécialités de ces régions. Et très récemment, une biographie étincelante de Brillat-Savarin en 2024, remarquable biographie d'une personnalité, mais aussi une exploration de son goût, des recettes qu'il a pu connaître. Cette orientation vers la gastronomie a conduit Jean-Robert Pitt à travailler sur le vin, de très nombreux ouvrages sur le vin et le divin, par exemple. C'est toujours le vin vu à travers des approches très originales. Et son dernier livre porte sur Noé, la vigne de la vie. Il a parallèlement toujours réfléchi sur la géographie, en particulier à travers un livre qui s'intitule « À quoi sert la géographie ?» et aussi un recueil de textes, Beauté de la géographie. Donc vous voyez toute une œuvre qui s'interroge sur la géographie, sur sa raison d'être, sur l'apport qu'elle peut donner à l'homme en général. Jean-Robert Pitt a également une dernière facette à son œuvre. Il a écrit un roman, Dardanus, et il a également écrit des textes personnels, autobiographiques, et en quelque sorte, mais avec beaucoup de délicatesse, en particulier un remarquable livre très émouvant qui s'appelle « Une famille d'Europe », 2011, où il part à la recherche de ses parents, de ses grands-parents, de ses ancêtres, de la banlieue parisienne jusqu'à Budapest. Et très récemment, un livre magnifique, très intéressant, pour lequel on abandonne tous les autres, Les souvenirs friands. Si vous avez une fringale, lisez ces souvenirs. On a l'eau à la bouche rien qu'en tournant les pages. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que nous l'accueillons aujourd'hui sur un sujet qui est difficile, parce que ce n'est pas si fréquent d'aborder un sujet aussi précis pour le règne de Louis XIV. Et je suis très, très curieux de découvrir les approches qu'il a pu avoir de cette question essentielle pour un roi qui mangeait beaucoup, qui mangeait bien et qui avait beaucoup de monde autour de lui pour préparer ses repas. Merci. Merci, cher Lucien. Tu ne veux pas continuer à ma place parce que tu es quand même beaucoup plus spécialiste de Louis XIV que moi. Donc, je marche sur des œufs. Je vais essayer de ne pas trop m'en casser. Mais je crois qu'il est important, quand on évoque le règne de Louis XIV, de parler de son grand appétit,
pour la chair et la chair, C-H-E accent grave R-E et C-H-A-I-R, et souvent ça va ensemble. Chez Louis XIV, ces deux parties de sa sensibilité ont été particulièrement développées, et comme dans bien d'autres domaines des expressions artistiques et culturelles de son règne, il a voulu imposer un modèle français, un style français, en matière de cuisine et de gastronomie, qui n'existait. Alors le mot gastronomie n'existait pas, puisqu'il n'a été exhumé de la langue grecque ancienne qu'en 1801 par le poète Berchoux. Donc on parle de bonne chère, on parle de bons mets, etc., mais pas de gastronomie. En tout cas, il a voulu que dans ce domaine de la cuisine de cour, il y ait réellement une originalité française, un modèle français, comme en matière d'architecture, en matière d'art des jardins, en matière de peinture, de sculpture, de théâtre, de musique, de vêtements, dans tous les domaines de ce qu'on appelle aujourd'hui les beaux-arts, même si à l'Académie des beaux-arts, il n'y a pas encore de cuisinier, mais j'espère que ça va venir prochainement. Louis XIV a voulu imposer sa marque et faire un style français. Avant Louis XIV, on mangeait dans les milieux aristocratiques, mais aussi dans les milieux populaires, en France à peu près comme en Europe, avec évidemment des différences tenant à la géographie physique, c'est-à-dire qu'on ne consommait pas d'huile d'olive au nord de la France et au nord de l'Europe, on ne consommait pratiquement pas de beurre dans les régions méditerranéennes méridionales de l'Europe, donc il y avait tout de même des frontières qui existaient, mais quand on regarde les livres de cuisine du Moyen-Âge et de la Renaissance, et il y en a dans tous les pays d'Europe, les choses se ressemblent assez. On mangeait alors beaucoup de viande, pas trop de légumes, et surtout pas évidemment en hiver, à part les racines qui servaient à faire le pot-au-feu. Et dans les milieux aristocratiques, le grand chic était de privilégier les saveurs acides, donc beaucoup de vinaigre et de verjus, et les épices en grand nombre, qui étaient, depuis l'Antiquité, ce n'est pas une invention du Moyen-Âge ou de la Renaissance, le signe de la richesse. On mettait énormément d'épices, et ça n'était pas pour des questions d'hygiène, pour masquer, pour donner un semblant de digestibilité à des viandes avariées. C'est vraiment parce que ça coûtait très cher et que c'était un signe extérieur de prestige. Avec Louis XIV, tout change, et pour beaucoup de raisons. Alors, est-ce que ça va marcher? Oui, ça marche. Je vous ai mis en première image, je passerai plus vite sur d'autres images, mais on va garder celle-ci un instant, cette reconstitution qui vient d'être réalisée à Versailles, qui est l'antichambre du Grand Couvert. On va commencer par se mettre à table avec Louis XIV, si vous le voulez, après on verra ce qu'il mange, mais on va essayer d'évoquer d'abord le rituel des repas de Louis XIV. Le plus souvent, alors le midi, ce qu'on appelle le dîner, le roi mange tout seul et très peu entouré. Surtout, alors en plus, s'il va à la chasse, il déjeune dans une halte de chasse. Ce n'est pas encore le rituel qui deviendra très, très, très développé et chic sous Louis XV et sous Louis XVI, la halte de chasse. Ce que vous voyez, ce sera la dernière image que je vous montrerai, mais je l'évoque dès maintenant, c'est le déjeuner de jambon de Jean-François, de Lancret, Nicolas Lancret, qui est à notre propriété, qui est à Chantilly, qui est un sublime tableau commandé par Louis XV en 1735. La halte de chasse, c'est au milieu de la forêt ou dans une clairière, on dresse une table, on apporte des plats, etc., des pâtés, etc., sur une belle nappe, mais on est décontracté, on s'amuse, on boit, on chante, etc. Lorsque Louis XIV est à Versailles ou dans un autre château, dans une autre résidence, il mange seul. Quand il est à la guerre sous la tente, il mange seul, entouré de quelques personnes qui, en général, dans ces occasions, donc pour le dîner, qui est souvent très peu protocolaire, moins protocolaire en tout cas, personne n'est assis, il mange, on est debout autour du roi, mais il mange tout seul. En revanche, pour le souper, et ici c'est un souper qui a été reconstitué, j'avoue que je ne sais pas d'où vient cette argenterie. À mon avis, elle ne date pas de Louis XIV, parce que l'argenterie du temps de Louis XIV
a été fondue à plusieurs reprises à l'occasion des guerres, et il ne reste presque rien. Je vous montrerai de l'orfèvrerie un peu plus de 3 images, mais on a fondu toute la vaisselle de Versailles en 1699, 1709. On refondera encore en 1759. Donc si vous voulez voir de la belle argenterie française, il faut aller à l'étranger. Les souverains d'Europe possèdent encore des services d'argenterie, plutôt d'ailleurs de l'époque de Louis XV que de l'époque de Louis XIV. L'un des plus beaux services étant celui du roi maintenant, puisque la reine a abdiqué, de Danemark, qui est le service de Christian VII venant de Paris et qui est une splendeur absolue et qui sert dans les dîners d'État de la cour de Danemark. Ce service avait été prêté il y a au moins une trentaine d'années au Musée des Arts Décoratifs, où il y avait eu une exposition extraordinaire de tables dressées. Je suis un grand défenseur des tables dressées et j'aimerais que les cités de la gastronomie, que je suis chargé avec la Mission française du patrimoine et des cultures alimentaires de coordonner, exposent enfin des tables dressées, parce que c'est fascinant et on a envie de se mettre à table avec les souverains. C'était d'ailleurs le but de l'opération, puisque dans ce grand couvert, qui est une antichambre, il n'y a pas de salle à manger à l'époque à Versailles, il n'y a pas de pièce dévolue au repas, donc c'est l'antichambre du grand couvert. Pourquoi ça s'appelle grand couvert? Tout simplement, vous le voyez sur cette image, parce que les plats sont couverts, tout simplement. Et on estime que les cuisines qui n'existent plus à Versailles, des cuisines jusqu'à l'antichambre du grand couvert, pour des serviteurs marchant vite, il fallait 5 minutes. Donc si on avait apporté des plats non couverts, ça arrivait totalement froid. De toute façon, on ne mangeait pas très très chaud à ce moment-là, mais il y avait déjà quelques chauffe-plats pour mettre sous les plats. En tout cas, voilà, vous êtes dans les conditions dans lesquelles Louis XIV pouvait souper. Donc le souper, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le dîner. Effectivement, alors, le roi ne mangeait pas de soupe à proprement parler, mais des potages, les potages étant parfois solides. Donc il y a des potages liquides et des potages solides. Le mot soupe est un mot d'origine germanique, et vous savez ce que c'est qu'une soupe. Une soupe, c'est une tranche de pain. Donc on mettait au fond de l'assiette une tranche de pain, et c'est donc une sorte de tranchoir, comme on disait au Moyen-Âge, avec de la nourriture par-dessus, parfois du bouillon, d'où l'expression que vous connaissez bien, trempe ta soupe. Mais tremper sa soupe, c'est mettre du bouillon de pot-au-feu, par exemple, sur une tranche de pain, souvent du pain rassis, au fond de l'assiette. Non, Louis XIV mange des potages, mais pas à proprement parler de la soupe de pot-au-feu. On verra après, je vais rentrer dans le détail de ce qu'il mange. En tout cas, voilà une autre vue de l'antichambre du grand couvert. Donc vous voyez, là, on a mis quelques tabourets. Ces tabourets, qui sont des pliants souvent, sont pour quelques duchesses titrées qui ont le privilège de pouvoir s'asseoir devant le roi. Sinon, vous allez voir sur d'autres gravures, le roi est entouré d'un grand nombre de courtisans qui se pressent autour pour s'approcher de lui. Alors on essaye de les contenir pour qu'ils puissent quand même manger tranquillement, mais le rituel, c'est que le roi mange seul, à la rigueur avec la reine et un ou deux princes du sang, parfois un invité très prestigieux ou qu'il veut lui-même honorer, mais le plus souvent, il est tout seul, et les courtisans, après, mangent les restes. Ça existe, j'ai vu ça il n'y a pas si longtemps, dans des banquets d'État en Arabie Saoudite, au Qatar et aux Émirats, à l'époque où nous montions à la Sorbonne d'Abu Dhabi. C'était une visite d'État du président français de la République, et il y avait une profusion invraisemblable de plats sur les tables, et ces plats, évidemment, nous, on ne faisait qu'à peine y toucher, et ensuite c'était consommé par la famille, par les courtisans, si je puis dire, par les épouses aussi, qui ne paraissent jamais à table au Moyen-Orient, et c'est comme ça que ça se pratiquait, vous savez. Et il y avait même alors en France des revendeurs de nourriture restée sur les tables aristocratiques. C'est un métier qu'on appelle regratier. Vous avez dans l'île Saint-Louis une rue Regratier, c'est la rue des revendeurs de nourriture non consommée sur les tables des puissants. En tout cas, vous voyez là, dans cette salle assez vaste, donc l'antichambre du grand couvert,
heureusement reconstituée à Versailles. Ça n'est pas une grande table où l'on peut manger à 20 ou 30, ça existe parfois, mais pas ici. Le plus souvent, le roi mange seul. Voilà une autre vue du grand couvert qui vous donne une idée quand même de la somptuosité de la vaisselle, des nappes, etc. Je reviendrai sur les couverts et sur la façon de manger, mais c'est un endroit qui apparaît très charmant, agréable, sauf qu'il y a foule autour. Et les gens parlent, et le roi mange énormément à ce moment-là. Tout ça, on a beaucoup de témoignages. Voilà encore de l'argenterie. Alors, vous avez là des couverts avec, mis à la française, hein, les pointes de fourchette vers la nappe et non pas vers le haut, s'il vous plaît. Chez vous, faites attention, surtout si vous avez des enfants, éduquez-les correctement. Même si vos fourchettes ne sont pas armoriées, mettez vos pointes de fourchette vers la nappe. En tout cas, ici, on a mis une table, une fourchette à gauche, un couteau et une cuillère. Vous verrez que c'est plus compliqué que cela. Je ne suis pas certain qu'au temps de Louis XIV, on ait mis la table exactement comme ça. En revanche, les nappes pliées de manière très savante, les serviettes, ça c'est quelque chose qui existait au temps de Louis XIV. Mais vous voyez que tous les plats sur la table sont couverts. Vous savez aussi, enfin vous le comprenez par cette petite mise en scène, que l'on apporte plusieurs plats ensemble sur la table. On est dans le grand service dit à la française et le roi se voit apporter 20, 30, 40 plats au cours d'un repas où il mange tout seul et il ne prend que ce qu'il veut, mais c'est le système, c'est le style du repas à la française qui ne disparaîtra que dans la première moitié du XIXe siècle. Sous Napoléon, le grand cuisinier Carême, Antonin Carême, détestait le repas dit à la russe, qui est notre façon de manger aujourd'hui, où l'on apporte les plats les uns après les autres dans un ordre savant. Carême voulait continuer à servir à la française avec des plats somptueusement ornés. Quand on enlevait le couvercle, c'était des décorations extraordinaires. Il y avait encore du gibier qui était habillé de ses plumes servi sur la table. Il fallait beaucoup de décors et tout ça était mélangé. On vous servait du poisson, de la viande, des légumes en même temps et vous preniez ce que vous voulez. Ce qui veut dire, entre parenthèses, mais j'y reviendrai aussi, il ne faut pas que je sois trop bavard, il faut que Catherine me donne fasse des signes désespérés, ce qui veut dire qu'on ne pouvait pas pratiquer ce qui est l'une des bases du repas gastronomique français, c'est-à-dire les accords entre les mets et les vins. On ne buvait qu'une seule sorte de vin au cours du repas. J'avance un peu. Alors voilà de l'argenterie datant donc de la fin du règne de Louis XIV. Pourquoi j'ai mis deux dates pareilles? Donc en tout cas c'est la fin du règne de Louis XIV. C'est de l'argenterie française, mais qui avait été achetée par les souverains de Bavière. Alors en bas vous avez un pot à ouaille, ce qu'on appelle en espagnol olla. Donc c'est un pot à ragoût si vous voulez. Enfin un pot. C'est en vermeil, vous voyez, c'est en argent doré. Et au-dessus, un bassin à rafraîchir. Alors vous en avez toutes sortes. Après, on en fera en porcelaine plus pratique, avec des encoches qui permettent de mettre les verres. On mettait de l'eau et de la glace, puisqu'on avait de la glace à Versailles qu'on cassait sur les bassins en hiver et qu'on mettait dans des glacières. Et on retournait les verres dans cette eau glacée, ce qui fait qu'au moment de boire, on avait un verre rafraîchi qui permettait de boire le vin, toujours mêlé d'eau, frais. Alors, le roi disposait également d'une nef, c'est-à-dire, alors ça existe depuis le Moyen-Âge, il y en a de très belles au musée de Cluny, il y en a dans tous les beaux musées de France. Donc la nef, ça ressemble à un bateau, et c'est une pièce d'orfèvrerie en général très richement ornée, qu'on ne sort pas tous les jours nécessairement, dans laquelle sont conservés le sel, les serviettes humides et les couverts. Les couverts, alors c'est le deuxième sens du mot couvert, c'est-à-dire le couteau, la cuillère et éventuellement la fourchette du roi. Ça, c'est peint au plafond. On n'a plus de nef de Louis XIV, mais celle-ci est peinte au plafond du Salon de l'Abondance et elle date de 1683. Lors des grandes occasions, on dresse dans l'antichambre ou dans d'autres pièces de Versailles, surtout s'il y a un banquet, alors avec beaucoup plus d'invités, on dresse des buffets somptueux. Et vous voyez celui-ci, qui est un tableau de 1720, donc juste après la mort de Louis XIV. Vous avez énormément de pièces d'orfèvrerie, argent et or, vermeil, sur ce buffet, mêlés à des fruits, mêlés à des pâtisseries. Donc on est dans un style extrêmement décoratif. Il faut étonner
par la somptuosité non seulement de la vaisselle, mais aussi de ce qu'on va manger à l'intérieur de cette vaisselle. Au Louvre, on a quelques objets en cristal de roche qui sont conservés. C'est la vaisselle d'apparat qui était utilisée, celle-ci, au Trianon. Elle est conservée actuellement au Louvre. Et donc, je n'insiste pas, mais vous voyez la qualité exceptionnelle de ces objets. Ou les gemmes de la collection de Louis XIV qui sont au Louvre, qui servaient aussi sur la table pour y mettre des dragées, pour y mettre des pâtisseries, des confitures sèches, c'est-à-dire des fruits confits, si vous voulez, mais aussi des épices, etc. Encore qu'il n'y ait pas eu beaucoup d'épices sur la table de Louis XIV. Là, je crois qu'on ne voit pas grand-chose, mais on voit ce tableau du XIXe siècle qui est assez significatif de la manière dont Louis XIV pouvait manger, donc seul à sa table, je crois, je ne vois pas très bien le tableau, et autour de lui, un certain nombre de courtisans, tous debout, en l'occurrence, et qui assistent au repas, lequel dure à peu près 1 heure. Alors, comme le dîner a eu lieu vers midi, jusqu'à 22 heures, c'est l'heure en général du souper du roi, jusqu'à 22 heures, le roi peut avoir faim, et tout le monde peut avoir faim. Il y a en général en fin d'après-midi, à partir de 6 heures de l'après-midi, jusqu'au souper du roi, donc pendant 3-4 heures, on joue dans les autres salons et dans la chambre du roi. On joue aux cartes, on joue au piquet, à toutes sortes de jeux, et on apporte là un certain nombre de friandises qui permettent quand même de se nourrir et d'attendre l'heure du souper, parce que les courtisans, eux, ne mangeront qu'après le roi. Donc après 23 heures, en fait, malgré l'absence d'électricité, on vit jusque tard dans la nuit à Versailles, et on se lève tôt aussi, le roi se lève tôt. Alors ça, c'est un tableau qui a disparu, un tableau d'Ingres, peint en 1837, et qui est un déjeuner, c'est-à-dire en fait un dîner, au cours duquel le roi invite Molière. Ça, ce tableau, c'est une esquisse. Le tableau a brûlé pendant la Commune, et une esquisse qui se trouve dans le bureau de l'intendant ou du comptable de la Comédie Française. Et on voit encore ici un autre tableau plus tardif, de 1862, où on voit Molière invité à la table du roi. Et ça, c'est aussi assez significatif. Quand le roi veut vraiment honorer quelqu'un qu'il aime beaucoup, il l'invite directement à sa table. Mais vous voyez toujours autour tous les courtisans qui sont debout, et le roi se tourne vers eux éventuellement. Évidemment, tous ne songent qu'à une chose, c'est de réclamer un petit bout de papier. Je ne sais pas si le roi les a dans sa poche ou pas, en le suppliant, sire, un Marly. Le Marly, c'est un petit bout de papier sur lequel est écrit « Invitation au château de Marly » avec une date, parce que c'est l'endroit où il faut être, parce que là, c'est plus intime. Le roi reçoit un petit nombre de personnes, est beaucoup plus décontracté, beaucoup moins attaché au protocole, parle avec les gens. C'est là où on peut obtenir aussi des faveurs. Et à Marly, même le roi se laisse aller à des facéties qui était très courante au temps d'Henri IV, qui lui n'était pas d'un raffinement extrême dans ses manières de table. C'était très différent des Valois qui, eux, avaient acquis les bonnes manières en Italie. Et Henri IV, lui, versait du vin dans le cou des dames, faisait des plaisanteries grasses, etc. Mais à Marly, il y a un texte qui dit que le roi envoyait parfois des boulettes de pain sur les dames qui étaient autour de lui, et que les dames étaient parfois autorisées à lui renvoyer les dites boulettes. Mais c'est dire que ça n'existera plus sous Louis XV. À Louis XV, on fait d'autres choses à table qui sont... Je ne peux pas... Il y a des enfants peut-être, je ne peux pas trop en parler, mais dans les petits appartements du roi, comme ça existera jusqu'au XIXe siècle, hein, on mêle la chair et la chair. Je ne reviens pas sur les 2 orthographes. Ah, si, voilà. Non. Voilà, ici, donc, vous avez des repas qui se tiennent quand même dans certaines occasions, avec un certain nombre d'invités autour, et qui sont en général des gens de très haut niveau, de la famille royale ou de très grands princes, qui sont invités parfois à la table du roi. Là, vous avez un repas chez le Grand Condé. J'y reviendrai si j'ai 2 minutes à propos de Vatel, évidemment, que vous attendez qu'on parle de Vatel, qui n'était pas un cuisinier, mais qui était l'intendant du Grand Condé, après avoir été celui de Fouquet. Et dans les très grandes occasions, le roi
donc qui peut inviter la famille royale et quelques princes, mange sur des tables somptueusement dressées. Vous voyez là, on est dans la cour de marbre de Versailles, et vous avez ce buffet pour l'une des fêtes, la 4e journée des fêtes de Versailles, le 28 juillet 1674. Regardez la somptuosité du décor, c'est pour une journée seulement. Mais on a fait un effort extraordinaire. Là, les chaises ne sont pas encore mises, mais tout le monde va se placer autour de la table. Et il y a énormément de courtisans debout qui sont autour et qui vont regarder la famille royale manger. Un banquet un peu plus important aussi offert par Louis XIV, à Louis XIV à l'Hôtel de Ville de Paris vers 1680, toujours autour de la table tous ces courtisans. Le dîner du roi à l'Hôtel de Ville en 1687, vous voyez là, il y a beaucoup plus de monde et toujours beaucoup de plats sur la table. Je ne sais pas si vous arrivez à les distinguer. Beaucoup de plats sur la table, encore plus par ce repas offert au roi par le duc d'Albe à l'occasion de la naissance de son fils en 1707, où vous voyez là qu'il y a quelque chose qui ressemble à nos banquets. La seule différence, c'est que dans nos banquets, par exemple les banquets d'État à l'Élysée ou à Matignon ou au Quai d'Orsay, on sert les plats les uns après les autres, tandis que là, si vous arrivez, il aurait fallu pouvoir agrandir la gravure, mais vous avez énormément de plats en même temps sur la table. C'est le service à la française. Ça n'est pas du tout une originalité, une exception française. Dans la plupart des pays du monde, on sert ce que j'appellerais le service simultané. J'ai trouvé sur Internet 3 ou 4 photos de banquets d'État récents. Ça, c'est un banquet à la cour du roi du Maroc à Rabat. Regardez sur la table le nombre de plats qu'il y a. Et chacun se sert de ce qu'il veut, comme il veut. Ça existe aussi en Chine, voilà un dîner offert au président Xi Jinping, et regardez le nombre de plats qu'il y a sur la table. Maintenant, en Chine, beaucoup d'entre vous ont dû y aller, vous avez des plateaux tournants au milieu de la table, et le plateau tourne, et vous vous servez de ce que vous voulez. Évidemment, pas d'accord mets-vin dans ces cas-là. Et vous avez du sucré mélangé à du salé, du poisson mélangé à de la viande, des crustacés, etc. C'est ce que j'appelle le service simultané, n'ayant pas trouvé de meilleure formule. Ça, c'est en Turquie, c'est pareil, mais vous allez au Mexique, c'est pareil, vous allez en Inde, c'est pareil. Dans la plupart des pays du monde, aujourd'hui, on continue à servir beaucoup de plats en même temps. Si vous allez dans le Caucase, en Géorgie ou en Arménie, il faut que la nappe, même chez des paysans, soit totalement, quand on se met à table, couverte. On ne doit pas voir la nappe, elle doit être couverte de plats, et on mange de tout comme on veut. On demande le plat qui est là, on va se servir à gauche. Alors, dans le cas de Louis XIV et de la cuisine royale, il y a évidemment des laquais qui sont là, et si on demande un morceau de carpe ou une aile de gélinotte, eh bien c'est le laquais qui va la chercher. Mais on mange dans le plus complet désordre. Il y a plusieurs services, plusieurs fois on débarrasse totalement la table et on rapporte de nouveaux plats, jusqu'à 6 services dans les grands banquets, mais tout ça dans un très grand, enfin ce que nous appellerions aujourd'hui un grand désordre. Alors le roi Louis XIV mange essentiellement avec ses doigts. Pas toujours très proprement. Il y a des descriptions montrant que ça ne gêne pas si le roi tâche ses vêtements, qui sont pourtant somptueux, mais il mange avec ses doigts. Alors il utilise, c'est une des rares fourchettes de cette époque que nous possédons aussi, monsieur le chancelier, c'est la fourchette aux armes des Condés, qui est en haut, pas la cuillère, qui est de la fin du XVIIIe siècle. Mais la fourchette, je n'ai pas pu supprimer la cuillère, la fourchette, elle date de l'époque de Louis XIV, et vous voyez qu'elle est déjà galbée. Et c'est la raison pour laquelle les pointes sont tournées vers le bas. Mais ça me prendrait trop de temps que je vous explique cette affaire. En tout cas, Louis XIV ne se sert pratiquement pas de sa fourchette, sauf s'il veut vraiment piquer quelque chose. Mais sinon, il utilise ses doigts, ce que faisait déjà Louis XIII, ce que faisait à plus forte raison Henri IV. Il n'y a que Henri III qui est, semble-t-il, utilisé un peu la fourchette. Et vous savez, vous connaissez cette plaisanterie de l'île des Hermaphrodites où l'on dit que, regardez, ces gens décadents qui mangent des petits pois avec une fourchette, ce qui est extrêmement compliqué. Alors, on va rentrer, parce que vous êtes venus pour ça, et puis ça va être bientôt l'heure du souper. Que mange le roi? Alors, je ne vais pas vous parler de tous les
tous les livres de cuisine qui ont été publiés, mais quand même une petite statistique alors qui a été faite par Jean-Louis Flandrin. Jean-Louis Flandrin, un historien de la sensibilité, lui aussi qui a commencé par la chaire CHAIR, puis l'âge venant, il s'est intéressé à la chaire CHE accent grave RE, et Flandrin a beaucoup étudié tous les livres de cuisine de cette époque, et non seulement en particulier pour analyser les recettes et voir les quantités et les ingrédients qui étaient utilisés, les quantités. Le premier livre de cuisine, alors qu'il n'y en avait pas eu depuis 100 ans, publié en France, avec privilège du roi, c'est celui-ci, La Varenne, 1651, le cuisinier François, vous avez l'expression avec privilège du roi tout à fait en bas, c'est la première édition, 1651. Après, il y en aura beaucoup, beaucoup d'autres. En gros, Flandrin estime qu'il y a eu 12 livres principaux de cuisine publiés entre 1651, celui-ci, et 1691, c'est-à-dire une grosse moitié du règne de Louis XIV. Et ils ont été réédités des quantités de fois. Et certains ont été réédités en petit bleu qui étaient vendus par les colporteurs un peu partout. On estime qu'il y a eu, je vous livre l'estimation de Flandrin, 100 000 livres de cuisine diffusés en France pendant ces 40 années. C'est dire à quel point, pour Louis XIV et pour la cour, la cuisine est vraiment très très importante. Et tout s'appelle le pâtissier François, le cuisinier royal et bourgeois, plein de titres qui montrent que vraiment c'est à la demande du roi qu'on publie cela, parce que le roi insiste pour que ces cuisines et la bonne chère qui s'y prépare soient à son service. Alors, la manière de cuisiner change beaucoup à cette époque. Vous avez, alors c'est plus tardif, mais c'est le moment, règne de Louis XIV, où se diffuse, alors bien sûr à Versailles, mais dans tous les châteaux et partout en France, puisqu'on essaye d'imiter ce que l'on a vu à la cour, et donc l'organisation des cuisines se modifie et prend cette allure-là, avec l'âtre que vous voyez à droite, et donc qui oblige à cuisiner courbé ou assis ou à genoux, parce qu'il faut être près du feu si l'on doit cuisiner. Si vous allez au Mont-Saint-Michel, vous pouvez manger une omelette à la mère Poulard, elle est cuisinée sur l'âtre, avec une poêle à très très grande queue. Mais on ne peut faire que des rôtis à la broche, dans un âtre, ou mettre une marmite sur une crémaillère et faire du bouilli, du pot-au-feu, ou toutes sortes de plats, si vous voulez, mais vous ne pouvez pas monter des sauces raffinées. Et c'est l'invention de ce meuble, cet immeuble plutôt, parce que ça ne se transporte pas, puisque c'est en maçonnerie et en carrelage, que vous voyez à gauche, qu'on appelle un potager, et qui permet de faire les potages, c'est-à-dire de faire les plats mijotés en sauce, et qui permet surtout de faire ce qui va être la gloire de la cuisine française, les fonds et les fumets, fonds de viande et fumets de poisson, que l'on monte ensuite au beurre ou à la crème. Ça, c'est vraiment une invention du règne de Louis XIV. Vous avez un autre exemple, c'est celui du petit Trianon. Donc l'âtre, donc c'est plus tardif aussi, mais l'âtre, puisque ça date de Louis XVI, l'âtre qui est à gauche, et à droite, vous avez le potager, c'est-à-dire qu'on peut garder les plats au chaud dans les alvéoles que vous voyez en bas de cet immeuble à droite, et au-dessus, il y a donc des sortes d'orifices dans lesquels on met des braises et sur lesquels on peut faire des choses à basse température et éventuellement au bain-marie, puisque c'est le seul moyen de réaliser les sauces dont je vais dire un mot maintenant. Alors, le rôtisseur, là, vous avez toutes les viandes que l'on servait. On mange énormément de viande, évidemment, au temps de Louis XIV, et énormément de légumes. Alors, ça avait commencé avec les Valois, l'arrivée des salades, par exemple, des légumes verts qui sont très à la mode. Ça vient d'Italie. Et ça se développe beaucoup sur Louis XIV, qui tient à avoir beaucoup de légumes à sa table, et si possible, hors saison, parce que le but de cette grande cuisine, c'est d'étonner. Et donc, si on vous sert des melons à Noël et des fraises, comme aujourd'hui vous en avez, mais aujourd'hui elles viennent du sud de l'Espagne, c'est un moyen d'étonner. Rappelez-vous, il y avait, quand moi j'étais petit, on allait lécher les vitrines chez Fauchon ou chez Hédiard, au moment de Noël, où on voyait des fruits incroyables, totalement hors saison. Eh bien ça, c'est une idée, une invention qui date du règne de Louis XIV, et il y a un objectif derrière cela, c'est de dire, moi le roi, je domine les éléments. De même que vous avez dans les jardins de Versailles de l'eau
qui ne coule pas du bas vers le haut, mais du haut vers le bas, mais du bas vers le haut, c'est le moyen d'affirmer la maîtrise des éléments par le roi. Et Versailles, c'est totalement à la gloire de cette maîtrise, avec des textes qui le justifient. Malebranche a beaucoup parlé de ce sujet, parce que le roi règne au nom de Dieu, et par conséquent, il peut dominer les éléments. Alors, l'un de ceux que chérissait Louis XIV et à qui il a confié l'organisation de son potager, c'est le fameux La Quintinie. Voilà le potager du roi en 1683, donc qui est toujours, de manière presque miraculeuse, toujours en fonction, toujours utilisé. C'est l'école du paysage qui s'en occupe actuellement. Et malheureusement, comme vous le savez, il y a des fruits extraordinaires qui viennent du potager du roi, en particulier la fameuse poire Louise Bonne, très à la mode sous Louis XIV. Et malheureusement, ces fruits sont aujourd'hui très, très menacés par un prédateur charmant qui est la perruche. Il y a des perruches partout au potager du roi, et la perruche va piquer les fruits, ce qui est catastrophique. Il y en a partout au Luxembourg aussi, mais si vous allez jeter un œil au Luxembourg, vous verrez que le potager du président du Sénat est très protégé. Il y a des filets partout, les perruches ne peuvent pas entrer, sinon ces très belles poires, ces très beaux raisins qu'il y a dans le potager de M. Larcher seraient irrémédiablement piqués par les perruches. Je ferme cette parenthèse. Voilà le potager du roi aujourd'hui. Bon, je passe vite. Alors, voilà le carré des potirons, mais il y a bien des carrés à Versailles. Donc, le roi mange de tout, et beaucoup. À propos de son appétit, je vais quand même peut-être vous citer quelques citations, si je les retrouve. Que mange le roi? Ça doit être là. Pardonnez-moi, je ne suis pas très organisé dans mes papiers, mais ça va arriver. Où ai-je mis ces magnifiques citations? Bon. Eh bien, tant pis, vous ne les aurez pas, mais il y a tout de même... Là, non, ça c'est les petits pois, j'y viens tout de suite aux petits pois, très important les petits pois. En tout cas, tout le monde a remarqué l'appétit incroyable du roi, qui ne se lasse jamais, qui mange vite et énormément. Il faut quand même que je vous trouve absolument ces citations, c'est vraiment pas bien de ma part. Bon, écoutez. En tout cas, la Palatine elle-même a décrit un repas du roi avec des expressions extraordinaires, et la Palatine mangeait beaucoup. Vous le savez, il fallait qu'elle se console d'un mariage qui n'était pas absolument idéal, et elle mangeait en particulier, elle faisait venir spécialement de la choucroute parce qu'elle aimait beaucoup cela, ça étonnait tout le monde à Versailles, mais Louis XIV, qui aimait beaucoup sa belle-sœur, lui pardonnait absolument tout. Mais en tout cas, elle était éberluée des quantités absorbées par le roi. On présente les mets de manière très décorative. Ici, donc, vous avez une carpe à la Chambord. La carpe est très, très à la mode, on en sert beaucoup, mais on sert beaucoup de poissons de rivière. Et comme vous le savez, c'est la raison pour laquelle Vatel s'est suicidé, dit-on, parce que la marée n'était pas arrivée lorsque le roi a été invité donc à Chantilly, et c'était donc un jour maigre, et la marée n'était pas arrivée à temps, et Vatel s'est suicidé. Bon, voilà une carpe farcie. Et voilà le suicide de Vatel le 24 avril 1671. Alors, il avait sans doute aussi des problèmes sentimentaux, a-t-on dit. Tout ça n'est pas très clair, mais ça a été un grand affolement à Chantilly que ce suicide de Vatel. Il a fallu consoler le grand Condé, qui aimait beaucoup son intendant, et Louis XIV lui a dit « mais tout ça a été parfait, vous nous avez servi admirablement », donc il y a eu un pardon général. Alors, puisque je n'ai pas énormément de temps, on va rentrer quand même dans ce que mange le roi et dans cette fameuse révolution culinaire. Alors, c'est dans le cuisinier François que l'on peut la repérer très facilement, puisque
la grande nouveauté, c'est qu'il y a du beurre partout. Là aussi, c'est Jean-Louis Flandrin qui a calculé les quantités de beurre utilisées. Donc, très peu de beurre pendant la Renaissance et au Moyen-Âge. Dans le Taïwan, qui est le livre de cuisine du Moyen-Âge, 1% des recettes comportent du beurre. Dans l'art de bien traiter, 1674, qui est un de ces fameux livres que j'évoquais, 55% des recettes comportent du beurre et 80% des sauces. Les sauces anciennes, c'est la sauce verte. Si vous allez en Belgique, vous pouvez manger de l'anguille au vert. C'est typiquement un plat médiéval, comme on l'aimait au Moyen-Âge, avec beaucoup d'acidité, de l'oseille, du cresson, etc., et beaucoup d'épices. Tout ça disparaît complètement, et c'est le beurre qui domine. Avec, en particulier, les légumes, ce qui n'existait pas du tout au Moyen-Âge. Donc voilà un plat qui va s'appeler asperges à la sauce hollandaise dans le livre de La Chapelle, publié sous Louis XV en 1735, mais qui est déjà sans cette appellation à la hollandaise. Toutes ces appellations à la hollandaise, à la mahonnaise, etc., c'est lié à des batailles gagnées par les princes, par les rois. Donc, en souvenir, on baptise, ou à la Richelieu, on baptise en l'honneur d'un grand personnage ou d'un grand événement, la sauce ou le plat du nom de ce personnage ou de cette bataille. Alors, voilà la recette des asperges à la sauce blanche, 1651. On l'appelle sauce blanche, aujourd'hui c'est hollandaise, 1651, dans le cuisinier français de la Varenne. Choisissez les plus grosses, ratissez-en les pieds et les lavez, puis les faites cuire dans de l'eau et bien salée, et ne les laissez pas trop cuire. Étant cuites, mettez-les égoutter et faites une sauce avec du beurre bien frais, peu de vinaigre, sel, muscade, un jaune d'œuf pour lier la sauce, laquelle prenez garde qu'elle ne tourne, et servez bien garni, c'est-à-dire beaucoup de sauce. C'est exactement la recette de la sauce hollandaise, où vous prenez votre casserole en cuivre, vous faites réduire du vinaigre pratiquement jusqu'à ce qu'il soit sirupeux, avec éventuellement une mignonnette, et ensuite vous montez au bain-marie, donc pas trop chaud surtout, du beurre ramolli, avec du jaune d'œuf, et vous faites une sorte de mayonnaise tiède au beurre. C'est ça la sauce hollandaise, ça reste la même recette. Vous pouvez ajouter de la ciboulette si vous voulez, comme c'est le cas sur cette photo, mais c'est une recette qui n'a pas changé depuis Louis XIV. Mais vous savez, bon, c'est délicieux la sauce hollandaise, le problème c'est que c'est quand même assez richement, assez haut en calories, assez riche en calories, donc si vous en mangez beaucoup, ça a évidemment des conséquences sur votre corpulence. Je vais y revenir. Les petits pois, alors les petits pois, comme vous le savez, c'est j'allais dire un must, non, en tout cas c'est très 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 à la mode. Madame de Sévigné écrit en 1696 à sa fille « Le chapitre des pois dure toujours. L'impatience d'en manger, le plaisir d'en avoir mangé et la joie d'en manger encore sont les 3 points que nos princes traitent depuis 4 jours. Il y a des dames qui, après avoir soupé avec le roi, et bien soupé, trouvent des pois chez elles pour manger avant de se coucher, au risque d'une indigestion. C'est une mode, une fureur, et l'une suit l'autre. Les petits pois, c'est extraordinaire. Alors voilà comment on les prépare dans le cuisinier français. Passez-les si vous voulez. Passer, ça ne veut pas dire à la passoire, c'est sauter au beurre. Donc vous prenez vos petits pois frais, vous les faites sauter au beurre dans une poêle et faites-les cuire avec des laitues pommées ou du pourpier. Étant bien cuits avec un bouquet, c'est-à-dire un bouquet garni et bien assaisonné, servez-les garnis de laitue. Vous pourrez les accommoder et assaisonner avec de la crème, ainsi que des asperges, dont il est fait mention ci-dessus en article des asperges à la crème. Donc, du beurre pour les faire sauter, puis de la crème. Donc, évidemment, on est très loin. Non, mais c'est comme ça que c'est bon. Et vous savez, c'est même la vraie recette. Les épinards, normalement, vous les ébouillantez à l'eau et vous les mangez une semaine après en les faisant réchauffer tous les jours avec un gros œuf de poule de beurre. Parce que l'épinard absorbe très très facilement le beurre. Et c'est au bout d'une semaine que l'épinard est vraiment merveilleux, très bon. Et là, c'est le petit Jésus en culotte de velours. C'est un plat. Là, vous avez juste un tout petit peu de beurre, un tout petit peu de crème. Mais c'est comme cela que les épinards sont bons. Même si votre médecin vous dit que ça n'est pas... Alors, Louis XIV raffole
comme tout le monde à l'époque, et ça date du Moyen-Âge, mais ça se perfectionne énormément, des pâtisseries. Alors les pâtisseries ne sont pas aujourd'hui, on pense pâtisserie, on dit pâtisserie, on pense sucre. Pas du tout. La pâtisserie est essentiellement salée. Le pâtissier, c'est celui qui fait les pâtés. Et les pâtés, eh bien, ce sont... Voilà un pâté. Alors, je ne suis pas sûr que les cornichons étaient servis à l'époque de Louis XIV, mais voilà un vrai pâté. Ne dites surtout pas, c'est comme les fourchettes dans le bon sens, ne dites surtout pas, pâté en croûte, c'est un pléonasme épouvantable. Donc, c'est le pâté. Voilà un pâté de diverses viandes qui sont mêlées entre elles, hachées, mêlées entre elles, et cuites en pâte, ce qui permet à toutes les saveurs de ces viandes, plus les aromates que vous y mettez, de se fondre et de créer un plat réellement symphonique et délicieux. Alors, les pâtés existaient dès le Moyen-Âge, hein, mais ça se perfectionne beaucoup à cette époque. Il y en a dans tous les livres de cuisine beaucoup de recettes. Bon, voilà, ça c'est une recette qui date de la fin du XIXe siècle, mais on en faisait de semblables au XVIIe siècle. Donc c'est un très gros pâté qu'on appelle oreiller de la Belle Aurore, en hommage à la mère de Brillat-Savarin. Et ça, c'est l'ancien chef de chez Laurent qui savait admirablement préparer les oreillers de la Belle Aurore. Mais sinon, à Paris, vous pouvez en trouver chez Véraud, que vous connaissez, rue Saint-Placide. Et si vous êtes lyonnais, vous pouvez en acheter chez Reynon, rue Les Archers. Mais c'est en train de redevenir à la mode, heureusement. Ça a failli disparaître. Il faut 5 ou 6 sortes de gibier. Il faut du veau, du riz de veau, de la longe de porc, etc. Il faut une dizaine de viandes pour réussir un oreiller de la Belle Aurore. Celui-ci que vous voyez là, magnifique, voilà ce que ça donne une fois cuit, faisait 17 kilos. Mais oui, mais c'est... Alors maintenant, on ajoute du foie gras, évidemment. Alors là, il y a des pistaches. C'est encore mieux si vous ajoutez des truffes. Et les truffes qu'on appelle troufles à l'époque, commencent à être très à la mode sous Louis XIV. Ça le sera de plus en plus jusqu'au XIXe siècle. Aujourd'hui, hélas, c'est devenu une rareté. Mais Escoffier, le guide culinaire d'Escoffier qui date de 1902, dit pour un dindonneau, ayez 800 grammes de truffes pour farcir votre dindonneau. Voilà un autre oreiller. Alors voilà l'oreiller de la Belle Aurore de Reynaud, mais ça, c'est des plats qui étaient servis à la table de Louis XIV. Alors évidemment, il n'en mangeait qu'une tranche, mais le reste, il fallait nourrir toute la cour. Il y avait des milliers de personnes à nourrir à Versailles. Alors, c'est aussi dans la Varenne, ce petit livre est très précieux, que l'on a la première recette de pâte feuilletée. Et pour faire de la pâte feuilletée, comme vous le savez, il faut beaucoup de beurre. Je vous lis la recette de la pâte feuilletée. Pour cet effet, vous saurez que la pâte feuilletée se fait en prenant 4 livres de fleurs, c'est-à-dire de farine, fleurs de farine, détrempées avec du sel et de l'eau, fort douce néanmoins. Étant un peu reposée, vous l'étendez avec la quantité de 2 livres de beurre. Donc 4 livres de farine pour 2 livres de beurre. Aujourd'hui, je pense que la bonne pâte feuilletée, c'est autant de beurre que de farine. 100 grammes de farine, 100 grammes de beurre. Là, c'est moitié-moitié. C'est quand même 200 grammes de beurre, hein, c'est quand même beaucoup. Joignez-les ensemble et laissez une 3e partie de votre pâte vide pour la ployer en 3. Et votre beurre étant fermé, vous étendez encore votre pâte bien carrée pour la ployer en 4. Et cela fait, vous faites encore 3 autres tours de même, après quoi vous la posez en lieu frais pour vous en servir quand vous aurez à faire. Et alors, vous étendez votre pâte à proportion du pâté ou de la tourte que vous voulez faire et marquez que cette pâte est plus malaisée à nourrir que pas une autre, afin que ne vous y trompiez pas. Enfin voilà, en tout cas, une vraie pâte feuilletée, un millefeuille, en quelque sorte, mais qui demande un certain savoir-faire. La température du beurre et la température de la pâte sont très importantes, et il faut un marbre impérativement pour réussir une vraie pâte feuilletée. En tout cas, voilà typiquement un plat qui n'existait pas avant Louis XIV, enfin une préparation pâtissière, et qui est très à la mode à cette époque. Autre chose, mais je n'ai pas le temps de trop insister, on commence à cette époque à faire les vraies sauces, dont la base de la sauce espagnole, qui est la base de toutes sortes d'autres sauces, pour laquelle il faut des débris et des os de viande de toutes sortes, gibier, etc., que vous mettez dans un grand faitout et que vous faites réduire, jusqu'à ce que, comme disait je ne sais plus qui, le cuisinier du maréchal de Richelieu, qui demande 20 jambons pour un dîner, et le maréchal dit « mais vous me volez, c'est pas possible ». Non, votre grandeur, avec ces 20 jambons, je peux avoir un dé à coudre
de fond de jambon. C'est ça le principe, c'est d'arriver à réduire, et ensuite vous montez. Il faut évidemment du beurre et de la crème pour monter tout ça. Voilà. Alors le résultat, c'est que les dames, et les messieurs aussi, regardez au XIVe siècle, les dames sont graciles. Les dames sont gracieuses, ont les hanches très étroites, tandis qu'au XVIIe siècle, évidemment, elles commencent à prendre un peu d'ampleur. Et c'est évidemment du fait de ce changement de régime, c'est qu'on mange infiniment plus gras à partir du milieu du XVIIe siècle qu'à la Renaissance et au Moyen Âge. Et donc la corpulence masculine et féminine change. Et donc, il faut des vêtements un peu amples pour dissimuler ces formes. C'est pour ça que Brillat-Savarin défendait le port de la culotte, qui permet, si on a quelques poignées d'amour, d'enrober un petit peu tout cela. Tandis que si on porte des pantalons trop étroits, évidemment, on ne peut pas cacher cet embonpoint. Alors, que boit le roi ? Le roi boit du vin, bien sûr, et pas mal de vin, toujours coupé d'eau. Le premier qui boira du vin non coupé d'eau, c'est le régent, avec l'arrivée du champagne mousseux. Parce que si vous mettez de l'eau dans du champagne mousseux, évidemment, la mousse s'en va. Donc, le premier vin qu'on boira, mais depuis l'Antiquité, on a toujours coupé le vin d'eau. Et sans doute, certains d'entre vous se souviennent, génération de mes parents, et à plus forte raison des grands-parents, on coupait toujours le vin d'un peu d'eau. Alors, parfois, les très grands vins, quand il arrivait qu'on en serve, pas chez moi, mais peut-être dans certaines familles, on ne les coupait pas d'eau, mais dans la plupart des cas, on coupait le vin d'eau, et c'est une pratique qui remonte à l'Antiquité. C'est ce qui explique aussi que lorsque vous allez à la messe catholique, eh bien, le prêtre met une goutte d'eau dans son vin, ce que faisaient les Romains. Boire du vin pur, c'est un signe de barbarie. C'est ce que faisaient les Gaulois, et on se moque des Gaulois dans je ne sais plus quel texte de l'Antiquité, parce qu'ils boivent le vin pur jusqu'à s'enivrer. Donc on coupe le vin d'eau, mais on ne boit, au temps de Louis XIV, qu'un seul vin au cours du repas, qui est non pas sur la table, il n'y a pas de bouteille sur la table, d'ailleurs il y a on ne met pas encore le vin en bouteille parce qu'on ne sait pas comment le boucher, il n'y a pas de bouchon, le bouchon a été découvert en Angleterre, enfin par les Anglais au Portugal, donc, et c'est ce qui a permis de faire du champagne mousseux d'ailleurs, donc Louis XIV n'a jamais bu de champagne mousseux. Si vous visitez la Champagne, et que, bon, je crois que ça a changé parce qu'on est quand même quelques-uns à avoir dit à Auvillers, à l'abbaye de Dom Pérignon, arrêtez de dire des bêtises, Dom Pérignon n'a pas inventé le champagne mousseux. Dom Pérignon a perfectionné l'art d'assembler les cuvées, d'assembler les raisins, et donc de faire du meilleur vin de Champagne, mais jamais de champagne mousseux, sauf que, compte tenu du froid qui régnait à cette époque, c'est le petit âge glaciaire. Au moment après les vendanges, la fermentation n'était pas totalement terminée au moment des grands froids, et donc il restait du sucre résiduel, et que le vin reprenait sa fermentation au printemps suivant, et à ce moment-là, ça faisait un pétillement, mais dans les tonneaux. Il n'y avait pas de bouteille, on n'avait même pas le droit de mettre le vin en bouteille à l'époque de Louis XIV. C'est sous la Régence qu'on a commencé à mettre du vin en bouteille. Alors Louis XIV boit des vins d'Île-de-France, parce qu'ils ne sont pas très très bons, mais ce sont les vins les plus proches de Versailles et de Paris, et il boit du vin de Champagne qu'il aime énormément. Le problème, en partie lié au climat de cette époque, je regarde l'heure, Catherine va me faire les gros yeux. Le problème... Ah oui, mais Lucien a parlé très longtemps au début. Hein. Le problème, c'est que du fait du petit âge glaciaire et que les raisins ne mûrissent pas très bien, les vins de Champagne qui sont blancs ou on ne disait pas rosés à l'époque, mais tachés, c'est-à-dire un mélange de raisins blancs et de raisins rouges donnant un tout petit peu de couleur, donc des vins rosés et en tout cas très clairs, ils étaient extrêmement acides. Et le problème, alors c'est pas lié seulement au vin, mais aussi à l'alimentation de Louis XIV qui aimait énormément le gibier. Le problème, c'est que ça donne des calculs. Donc, et la goutte. Donc Louis XIV avait la goutte, et son cher médecin Fagon, qui était pourtant un Parisien, a découvert que servir du Bourgogne au roi, c'était bien mieux pour sa santé. Voilà ce qu'écrit Fagon, son médecin, dans son journal de 1694. Sur la fin de ce mouvement de goutte, dont la douleur et l'incommodité avaient mieux persuadé le roi que toutes les raisons que j'avais souvent eu l'honneur de lui représenter pour l'engager à quitter le vin de Champagne et à boire du vin vieux de Bourgogne, mais oui, il résolut de vaincre la peine qu'il lui faisait au goût et d'essayer s'il pourrait s'y accoutumer.
Donc le roi décide d'abandonner le vin de Champagne et sur le conseil de Fagon, qui n'est pas bourguignon pourtant, mais de boire du vrai vin, c'est-à-dire du Bourgogne. J'entendis cette déclaration avec une grande joie. Il n'y avait pas de Bordeaux à Paris à cette époque. Le Bordeaux n'arrive pas à Paris. Le premier qui boira une goutte de Bordeaux, c'est Louis XV, à qui le gouverneur de Guyenne, qui un jour est à Versailles avec lui, et Louis XV lui dit « Mais est-ce qu'on a du vin potable dans votre région, dans votre Guyenne ?» Il dit « Oui, sire, il y a quelques bons vins. » Et il lui fait boire un peu plus tard une goutte de Lafite, qui appartient au marquis de Ségur, et le roi dit « Ah, c'est pas mauvais. » Voilà. Mais il continuera à boire du Bourgogne, évidemment. J'entendis cette déclaration avec une grande joie. C'est Fagon qui parle, enfin qui écrit. Et je ne doutais point qu'il ne s'y réduisit absolument, sachant quelle fermeté son courage héroïque le faisait persévérer dans les parties qu'il avait cru les meilleurs et auxquels il s'était déterminé sans se laisser ébranler par la difficulté. Et Fagon ajoute le velouté, écoutez bien, le velouté des bons vins de Bourgogne, causé par le domaine des esprits, leur donne un goût dont la langue est mollement touchée. C'est pas beau, mollement touchée, aussi doux pour les nerfs qu'il est fade à la bouche. Le mot fade n'étant pas un défaut, mais au contraire un compliment par rapport à l'agressivité des vins de Champagne de cette époque qui sont extraordinairement acides. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les Anglais qui en achètent, parce qu'ils ne peuvent plus en produire à cette époque de vin, achètent du vin de Champagne en fût, eh bien, les négociants de Londres et de Bristol le mettent en bouteille, parce qu'ils savent faire des grosses bouteilles bien solides en Angleterre, chauffées au charbon, verres chauffés au charbon, et ils y ajoutent énormément de sucre de canne, le sucre fermente dans la bouteille, et ça donne donc le champagne mousseux qui est très à la mode sous Louis XIV à Londres, dans la bonne société. Mais Louis XIV n'a jamais bu une goutte de champagne mousseux. Je termine donc par quelques autres boissons. Le chocolat mis à la mode dès Anne d'Autriche et développé, bien sûr, Marie-Thérèse aussi aime beaucoup le chocolat, qui est très très consommé en Espagne. Bien sûr, le cacao vient d'Amérique, mais c'est surtout parce qu'il y a un théologien qui a découvert une chose extraordinaire, c'est que comme c'est liquide, ça ne rompt pas le jeûne. Donc vous pouvez boire du chocolat et aller communier juste après, ce qui a été le grand succès du chocolat. On en servait même dans les églises en hiver pour que les dames se réchauffent et elles allaient communier sans problème. Madame de Sévigné aime beaucoup le chocolat. Elle écrit à sa fille « Vous ne vous sentez pas bien? Vous n'avez point dormi? Le chocolat vous remettra. » Voilà, un cavalier et une dame buvant du chocolat, donc c'est évidemment très à la mode. C'est aussi la mode du café. Le café qui a été introduit d'abord à Marseille, mais c'est surtout donc en 1669 que le café devient très à la mode parce que Louis XIV reçoit l'ambassadeur de la Sublime Porte, Soliman Aga, et que la mode du café est lancée à Paris. Donc s'ouvrira en 1685 le café, en 1665, non, pardon, je confonds avec un autre, en 1686, s'ouvre le café Procope, qui existe toujours, mais qui n'est plus un café, qui deviendra un haut lieu de la littérature et de la sédition anti-monarchique un peu plus tard, au XVIIIe siècle. Voilà, le café Procope aujourd'hui. Et je termine, parce que c'est l'heure, ça ira, je termine en vous montrant, alors, après Louis XIV, et puis c'est pour faire un peu de publicité pour le château de Chantilly que je vous recommande vivement d'aller visiter. Ça va, monsieur le chancelier? Oui, je vous recommande vivement d'aller visiter. Le duc d'Aumale, qui nous a légué, comme vous le savez, son château et ses collections prodigieuses, a eu la très bonne idée, il les a payés fort cher, de racheter 2 tableaux qui étaient dans les collections royales, mais qui avaient été dispersés à la Révolution, qui sont 2 tableaux commandés par Louis XV en 1735, que Louis XV a payé fort cher. Le premier, c'est le déjeuner d'huîtres, qui est dans un salon de Versailles, mais là, vous voyez qu'on est dans un autre contexte. C'est assez décontracté, il n'y a que des hommes et ils mangent uniquement des huîtres. La table n'est pas vraiment mise, ce n'est pas un banquet, c'est une partie, si je puis dire, autour
autour des huîtres, mais c'est la joie de la gastronomie et on boit énormément de champagne mousseux. Il y a des bouteilles partout sur la table, il y a un bouchon qu'on aperçoit qui saute, qui est au milieu de la colonne, qui est au fond de la pièce. Donc ça, c'est la suite. C'est-à-dire que Louis XIV n'a jamais vécu un repas de ce style, mais c'est l'héritage. C'est la suite de Louis XIV et le faste aussi. Et voilà, j'évoquais au début de ma causerie les haltes de chasse. Voilà une superbe halte de chasse. Les 2 tableaux étaient dans les petits appartements privés de Louis XV à Versailles, commandés l'un pour l'hiver, l'autre pour l'été. On peut aujourd'hui visiter de nouveau ces petits appartements qui sont absolument magnifiques. Malheureusement, les 2 tableaux n'y seront jamais puisque le duc d'Aumale a demandé à ce que jamais ils ne sortent du château de Chantilly. Mais moi, j'ai recommandé, je ne sais pas si notre confrère de l'Académie des Beaux-Arts, Le Ribot, suivra cela, de mettre quand même une reproduction parce que ces tableaux sont à l'échelle exactement de ces salons et sont faits pour évoquer la saison. L'un pour l'hiver, celui des huîtres, et l'autre pour l'été, le déjeuner de jambon, qui a la particularité, si vous le connaissez, enfin là vous le trouverez partout dans votre bibliothèque ou sur Internet, tous les personnages ont les pommettes très 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 rouges, c'est-à-dire qu'ils ont énormément bu. Et sur ce, je vous souhaite bon appétit et large soif. Y a-t-il quelques questions? Je pense que les micros... Ah non, les micros ne sont... Si, ils sont là, oui. Est-ce qu'il y a quelques questions? Non, je pense que vous avez été mis en appétit. Donc, juste une petite question. Le charcutier Véro est fermé à cette heure-ci. Oui, juste une petite question. Oui. Dans les petits pois, on met de la laitue, mais on ne met pas une cuillère à café de sucre? On met pas quoi? Une cuillerée à café de sucre. Alors, si les petits pois ne sont pas très très mûrs, vous pouvez mettre un petit morceau de sucre. Mais aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, tous les petits pois sont mûrs, donc vous n'avez pas besoin. Je vous remercie beaucoup. Si vous mettez des petits oignons frais, vous savez que les petits oignons sont assez sucrés, donc ça suffit largement. De la laitue, moi je mets du persil et une pincée de thym, quand même. Mais un bon morceau de beurre, tout de même. Bien sûr.